Vous êtes sur El Magharibia. Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro Microscoop. On vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre fidélité. Nous allons consacrer ces quelques minutes et nous allons revenir après bientôt une semaine des législatives en France. Nous allons essayer avec nos invités de faire un petit récapitulatif, un petit débriefing et essayer de voir un peu où en est cette Assemblée nationale, sachant qu'en France on parle réellement de crise politique aujourd'hui. Sachez donc, on va apercevoir dans quelques instants à l'écran donc ce graphe qui vous annonce la composition de cette nouvelle Assemblée nationale. Il n'y a ni majorité absolue pour les macronistes, pour Emmanuel Macron, et aussi encore moins de l'autre côté, mais pour la première fois depuis plus de 30 ans maintenant, donc c'est arrivé puisqu'il n'y a pas de majorité présidentielle. Ça va s'afficher à l'écran dans un instant, donc ce graphe sur la composition de l'Assemblée nationale, donc 245, voilà, c'est à l'écran, merci la régie, 245 sièges donc pour Emmanuel Macron, 131 sièges pour la NUPES, qui est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous avez aussi le Rassemblement national, donc Marine Le Pen, ex-Front National, qui aujourd'hui totalise 89 sièges. On va en parler ce soir de cette remontée extraordinaire. Sachez qu'en 2017, le Rassemblement national, c'était 8 sièges à l'Assemblée nationale. Et puis, juste derrière, en quatrième position, pour 61 sièges, c'est donc les Républicains, la droite, qui se maintient tout de même. On va y revenir avec nos invités. Crise politique, je vous le disais, donc Emmanuel Macron qui veut, lui, des majorités constructives. Voilà ces mots exacts, et bâtir des compromis. Je vais le citer, il dit clairement: il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir parce que des majorités, parce que je vais y arriver, que des majorités trop clair, et il dit aussi qu'on peut avoir des majorités constructives, ce que nous ferons avec l'ensemble des partis du gouvernement, de pouvoir bâtir soit des coalitions, soit des accords sur des textes pour avoir un agenda clair. Nous allons faire des compromis. Il parle de compromis, on va y revenir sur ce qu'a annoncé donc Emmanuel Macron. Voilà aussi ce que dit notamment la députée NUPES Sophie Taillé-Polian. Elle dit clairement: il faudrait qu'elle puisse venir à l'Assemblée nationale et se soumettre à un vote de confiance. Elle parle donc d'Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. Cela nous semble indispensable. Donc elle parle ici d'un manque de crédibilité et elle demande donc à la première ministre de venir à l'Assemblée nationale pour se soumettre notamment à un vote de confiance. Et puis on va revenir notamment sur les annonces des uns et des autres. Voilà ce que dit Mathilde Panot en parlant notamment de cet échange qu'elle a eu avec la première ministre. Elle a évoqué, alors je cite, ce qu'a évoqué Mathilde Panot, qui est la chef du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle dit clairement, je cite: « L'impression que la Macronie vit dans une sorte de réalité parallèle, dit-elle, où il aurait gagné ses élections », en parlant d'Emmanuel Macron et en parlant des législatives bien évidemment, et qu'elle est en train de naviguer à vue et ne sait absolument plus où elle va. Elle parle ici donc de la Macronie. Elle parle aussi d'un échange téléphonique lunaire avec la première ministre quelques jours après donc le second tour. C'était donc dimanche dernier. Avec nous pour en parler, le titre de l'émission: Entre Macronie, NUPES et Rassemblement national, quelle assemblée pour les 5 ans à venir? Avec nous pour en parler, Boukhalifa Ben Mammar est avec nous, membre de Riposte International, analyste politique. Bonsoir Boukhalifa Ben Mammar. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Va venir nous rejoindre dans un instant Bali Bagayoko, chef de file La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, un grand département, 40 villes, le département le plus jeune de France. Eh bien, c'est là où nous avons, où les Français et les Françaises, les Dionysiens, les Dionysiennes, ce sont les habitants de la Seine-Saint-Denis, eh bien, qui ont le voté le moins en France. On va y revenir et devrait normalement venir nous rejoindre pour quelques minutes. Sanhaja Akrouf, militante politique hirakiste. Boukhalifa Ben Mammar, rebonsoir, merci d'être avec nous. D'un point de vue général, d'abord, c'est législative. Vous êtes en France, vous vivez à Paris, c'est législative. Vous les avez vécues comment, avant d'évoquer concrètement ce résultat où Emmanuel Macron n'a pas la majorité?
Euh, je vais vous mentir si je vous dis que je les ai vécus pleinement. En fait, c'était un événement qui n'a pas pris encore pour moi toute son importance, puisque bon, d'autres priorités sur lesquelles on travaille en ce moment. Mais globalement, pour dire que euh, c'est une société où il y a énormément de transformations, où énormément de changements. Et on est à la croisée d'un chemin où le conservatisme, qui était quand même de tradition plus ou moins républicaine, a penché vers le populisme et dérivé un peu vers l'extrême de droite. Donc c'est pratiquement de la tectonique des plaques et je pense qu'on aura un peu la possibilité de le développer ultérieurement. Mais la difficulté d'avoir des clés de décryptage viennent essentiellement aussi de ce qui s'est passé depuis à peu près au moins une quinzaine d'années dans ce pays. Donc il y a aussi des étapes, il y a aussi des étapes dans les 3 dernières législatures qui ont été, qui n'ont pas apporté grand-chose, où la société quand même un peu vit en dehors enfin globalement la société vit en dehors des circuits politiques habituels. Moi je dirais que tout simplement c'est la difficulté qu'a la société à communiquer avec enfin, ceux qui sont censés être ses représentants, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement la société qui sécrète ses propres représentants, mais c'est plutôt une façon, c'est des carrières, voilà. Donc, le syndicalisme n'apporte pas grand-chose. Il faut savoir aussi qu'on est dans un pays en Europe où il y a le plus de syndicats et le moins de syndiqués. Donc, c'est des questions sur lesquelles il faudra revenir. Et aussi, la façon de susciter l'engagement politique est complètement aux antipodes de ce qui se faisait par rapport à il y a une cinquantaine d'années de cela. Donc aujourd'hui, vous avez du personnel politique qui est sur des trajectoires de carrière, mais non plus sur celle de l'engagement. Je pense qu'il serait inutile d'énumérer ou de donner des noms. Voilà. Donc aujourd'hui, même quand vous voyez les voix d'Orphée essayant de capter les voix des électeurs à la veille que ce soit de l'élection présidentielle qui était passée ou de ces législatives, ce n'était pas plutôt un engagement en faveur d'un projet qu'un autre, mais plutôt c'est une injonction à stopper l'avancée de l'extrême droite. On Ce va, y qui, revenir, ce hein, qui, à mon sens, oui. On va y revenir sur cette extrême droite, bien évidemment, puisque c'est elle aussi. Il y a l'abstentionnisme, il y a aussi cette gauche hein, qui revient apparemment. Nos invités vont nous en parler, mais il y a aussi cette extrême droite. Boukhalifa Ben Mahmad, d'un point de vue peut-être général, à quoi, selon vous, il ressemble aujourd'hui le paysage politique français? Fut une époque où on avait en France, il y avait, notamment sous la Ve République, il y avait ces partis positionnés d'une forte opposition, d'une forte stature, avec une idéologie qui était assez claire, avec aussi des personnages hein, qui ont porté la droite, qui ont porté le Parti communiste, qui ont porté aussi le Parti socialiste. Aujourd'hui, on sent tout de même que la gauche, on ne sait plus réellement parfois où elle se positionne. Ces gros partis que je viens d'évoquer commencent à disparaître et sont peut-être amenés à disparaître. Le paysage politique français, pour vous? De toute façon, il faudra partir du contexte de la société. Donc, depuis au moins 20, 25, 30 ans, donc, il y a une désindustrialisation à l'extrême. Donc, ce qui constituait avant des endroits où vous avez enfin, pas forcément des prolétariats, mais des grands centres industriels qui ont pratiquement disparu. Les bassins miniers ont disparu. Et où il y avait une certaine culture autour enfin, de l'engagement à gauche, a complètement disparu. D'ailleurs,
D'ailleurs, si vous prenez une carte, vous allez voir tout de suite par qui et comment ont été remplacés, par qui ont été remplacés les courants majoritaires dans ces bastions industriels. Donc il y a ça, il y a la question sociale en France, elle est escamotée à plus d'un titre, puisque les nouvelles formes de prolétariat les contours sont difficiles à définir. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un esprit de corporatisme extrêmement aiguisé en France qui fait que, en réalité, la classification, elle est réelle. Donc, vous avez ce qu'on appelle trivialement le parti de l'administration. Donc, c'est des gros contingents de fonctionnaires. Euh, bien sûr, qui font marcher la machine et qui sont la cible de choix classiques des tenants des discours de droit, mais plus que ça aussi, plus que ça, puisque en contexte de crise, l'approche du bouc émissaire est toujours quasi importante. Mais sinon, la lecture, elle est d'abord sociologique, elle est anthropologique même à la limite, puisque c'est une société qui subit les affres du changement depuis une trentaine d'années, peut-être pour une quarantaine d'années. Puis un choix politique a été fait de faire de ce pays un pays de service, avec tout ce que cela implique. Donc, euh, euh, donc il faut aussi, à mon avis, voir les choix idéologiques ou non qui ont prévalu dans les orientations concernant le système éducatif, par exemple. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une société fortement corporatiste. Donc, vous ne pouvez pas faire évoluer les choses sur un plan institutionnel aussi facilement. Mais par contre, les inégalités sociales ont pris un autre visage. Donc, il y a une ghettoisation, il y a le plafond de verre, qu'il soit dans les carrières professionnelles ou dans les possibilités de faire un cheminement important dans les études ou l'accès à un certain niveau de poste de responsabilité. Donc, tout ça fait que cette société aussi implose petit à petit à l'intérieur. Et ce que les élections législatives ont donné n'est que la suite logique d'un processus qui a été entamé il y a à peu près 7-8 ans, du moins sur le plan institutionnel. Donc l'élection d'Emmanuel Macron a commencé à confirmer la non-pérennisation ou l'obsolescence de la bipolarité en politique, de la bipolarisation de l'action politique. Voilà, donc aujourd'hui, les changements sont quand même assez importants. On ne peut plus fonctionner sur un modèle aussi classique. Hein. On va saluer Salhadja Akrouf est avec nous. Bonsoir Salhadja Akrouf. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes militante politique Agda, hérakiste. Je voulais vous avoir quelques minutes aussi. Qu'est-ce que vous inspire d'abord d'un point de vue général ce changement depuis plus de 30 ans? Ce n'était pas arrivé, je le disais tout à l'heure, puisque la majorité absolue pour le président, il n'y en a pas. Il va devoir donc faire face à une autre majorité, hein, qui est le Rassemblement national à la fois, qui est la droite, qui est la NUPES, qui est ceux qui sont restés PS, PC. Qu'est-ce que vous inspire ces résultats depuis dimanche dernier, 20h? C'est un scénario qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, je pense même plus que 30 ans. Est-ce que ça va poser crise? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Ça, c'est que l'avenir qui peut nous dire. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que il y a quand même inquiétude. C'est quand même la première fois de l'histoire de la France où on a 89 députés, quoi. Ça, c'est inquiétant.
Ça, c'est très inquiétant. Et si les négociations, si personne, les négociations se font du côté de la droite, ça veut dire que les positions politiques vont peser du côté du Front National. Et ça, c'est très très inquiétant parce que on parle de la NUPES qui a eu quelques 100 et quelques sièges, on parle d'une majorité relative de la présidence, mais on oublie de rappeler les 80. Et ça, c'est très inquiétant en tout cas. En tout cas, c'est très très inquiétant pour la France, pour la communauté immigrée et pour toutes les libertés. C'est un vrai danger. Alors, et ce qui oui. Alors je continue, Allô? mais avant avant de poursuivre avec vous, peut-être deux questions. Selon vous, comment aujourd'hui le Rassemblement national arrive à passer de 8 à 89 sièges? Et vous dites que ça pourra poser problème, notamment pour les personnes issus de l'immigration, les Français d'origine étrangère. Voilà. En deuxième question, qu'est-ce qui vous fait peur demain? Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Donc, quelle est la raison de cette montée en puissance selon vous? Et qu'est-ce qui pourrait faire peur? Qu'est-ce que pourraient subir notamment ces Français issus de l'immigration, aussi cette immigration? Ce qui me fait peur, c'est qu'on banalise, ça devient une partie normale. D'ailleurs, là, ils sont en train de dire nous sommes la première opposition. Donc, si les gens trouvent normal d'avoir 89 députés, il n'est pas impossible que demain, ils trouveront normal que Marine Le Pen soit présidente de la République. Et ça, c'est très, très inquiétant parce que Marine Le Pen, demain présidente, aujourd'hui, peut-être, elle ne pourra pas parce qu'elle n'a pas le rapport de force, mais demain présidente, il va y avoir des acquis. Moi, je pense à la nationalité, l'acquisition de la nationalité par le droit du sol. On passera peut-être au droit du sang. Sur les sans-papiers de tous les... ça, c'est clair qu'elle fera un très très grand geste dans ce sens-là. Et ça ne peut qu'être inquiétant. Et selon vous, alors, parce que c'est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu d'abord Marine Le Pen au présidentiel de 2017 avoir cet écart assez conséquent dans le cadre du deuxième tour. En l'occurrence, au deuxième tour 2022, il y a maintenant à peine 60 jours, elle est très proche. On sait les analystes ont dit clairement que Macron, il a été élu avec un vote sanction aussi, parce que certains ne voulaient pas d'Emmanuel Macron, mais voulaient sanctionner Marine Le Pen. Mais à la fois, Marine Le Pen, elle a aussi des sympathisants. Elle a peut-être été mieux élue que Emmanuel Macron. Quelles sont les raisons selon vous? C'est que la gauche n'a pas été présente, il n'y a pas eu d'opposition. C'est qu'aussi Emmanuel Macron n'a pas été honnête dans son quinquennat et les Français se redirigent vers la droite et l'extrême droite. Enfin, plutôt l'extrême droite, puisque la droite... Ah, je ne sais pas, est-ce qu'on a toujours Sanhadja avec nous? Sanhadja Akrou, vous m'entendez? Alors apparemment, on vous a perdu. On va essayer de vous retrouver pour avoir un peu votre avis sur ces raisons. Et c'est la question que je poserai aussi à Bou Khalfa Ben Mahmad dans quelques instants. Bali Bagayoko est avec nous. Bonsoir Bali Bagayoko, vous êtes chef de file La France Insoumise. Donc dans le 93, on va évoquer cet abstentionnisme. D'abord, depuis maintenant une semaine, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est une question qui s'est posée tout au long de cette semaine, mais ce soir on est sur El Maralebia, vous êtes heureux, vous êtes ravi, pour vous c'est une victoire? Oui, c'est effectivement une victoire en demi-teinte, puisque la victoire que l'on aurait souhaité, c'était d'avoir 289 parlementaires et surtout Jean-Luc Mélenchon sur les fonctions de Premier ministre, parce que je pense qu'avec Jean-Luc Mélenchon, clairement, le programme L'Avenir en commun aurait pu avoir une traduction en actes concrètes, mais nous n'avons pas encore fini la bataille, puisqu'il y a la possibilité encore d'imposer un rapport de force à l'intérieur de cette majorité, somme toute, relative. Comment, pour donner un peu des explications aussi aux téléspectateurs, vous allez le faire beaucoup mieux que moi et aux téléspectatrices,
Comment maintenant créer ce rapport de force? C'est de faire alliance, 131 voix effectivement face à 245, enfin voix, sièges pardon, hein, ce sont des hommes et des femmes qui seront à l'Assemblée nationale. Comme ça, on peut dire clairement qu'Emmanuel Macron est en position de force, mais il va y avoir quoi? Un travail qui sera fait peut-être parfois même avec la droite, avec aussi les autres partis de gauche. Comment vous allez créer ce rapport de force, notamment si on prend l'exemple des retraites par exemple? Ben nous, on est très clair. Apparemment, c'est que nous sommes la première force politique d'opposition face à Emmanuel Macron, donc avec 131 députés de combat qui sont disponibles désormais pour porter le fer à l'intérieur de l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est que nous considérons que la Première ministre, qui est actuellement donc Elisabeth Borne, ne peut pas s'affranchir des règles républicaines qui souhaitent que la Première ministre présente son discours de politique générale et l'ensemble d'ailleurs de ses propositions programmatique pour les Français. Et c'est à l'occasion de cette présentation que nous aurons bien sûr nos propositions qui sont déjà connues de l'ensemble de la population puisque nous avons fait quasi 22% aux élections présidentielles au premier tour et que nous avons plus de 8 millions d'électeurs qui ont souhaité porter notre projet en responsabilité au niveau de l'État. Donc nous sommes des gens pragmatiques. Nous n'allons pas nous mettre dans une position de compromission. Il y a bien sûr plusieurs propositions programmatiques qui ont été faites dans le cadre de ces élections présidentielles. Les électeurs ont clairement indiqué que Emmanuel Macron n'était pas aujourd'hui, entre guillemets, le président de la République à qui il pouvait octroyer les pleins pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a pas de majorité. Donc, c'est clairement un échec cuisant pour ce président de la République. Et nous sommes principalement aujourd'hui en situation de pouvoir lui imposer un autre agenda, mais surtout d'autres éléments programmatiques. Si le président de la République souhaite avoir la voix à la fois des parlementaires de la NUPS dans les rangs de l'Assemblée nationale, alors il faut qu'il hisse ces propositions programmatiques au regard des attentes que nous avons, à la fois sur l'urgence sociale, sur l'urgence économique et sur l'urgence, bien sûr, climatique. Les premiers gestes dans un premier temps, la NUPES, la France Insoumise, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? C'est d'abord effectivement qu'il invite sa première ministre, Elisabeth Borne, à annoncer son discours de politique générale, aussi à passer, à se soumettre à un vote de confiance. Vous attendez peut-être aussi à un moment donné un remaniement de gouvernement, à ce qu'il fasse peut-être appel à des personnalités politiques de la NUPES pour des postes de ministres. En termes de rapport, d'ailleurs, il le dit clairement, hein, il dit clairement qu'il va falloir bâtir ensemble, qu'à un moment donné, on lui a évoqué le fait qu'il ait les pleins pouvoirs et qu'il aimerait avoir une majorité constructive, hein, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce message? Et donc, pour vous, le premier geste, ça serait quoi? Ça serait un remaniement avec des députés, par exemple, ou des personnalités qui prennent des postes de ministres, par exemple? En fait, la question, ce n'est pas essentiellement la question des postes. La question, elle est avant tout politique. Si Emmanuel Macron n'a absolument rien compris du message qui a été envoyé par les électeurs, c'est finalement son programme, c'est son problème. Et la problématique dans laquelle nous sommes, c'est que s'il n'a absolument rien compris dans la séquence politique que nous sommes, c'est qu'à mon avis, nous avons une inquiétude importante. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit aujourd'hui dans l'opinion publique? Les électeurs n'ont pas souhaité confier les pleins pouvoirs aujourd'hui à Emmanuel Macron. Donc, ils ont considéré qu'il y avait forcément un certain nombre de bougées politiques qu'il doit faire. Donc, avant de parler des sièges, c'est avant tout quels sont les éléments programmatiques, puisqu'il a eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des différentes écuries politiques et que nous avons eu l'occasion, dans le cadre de cette rencontre, de lui rappeler 3 choses qui nous semblent essentielles. La première chose, c'est qu'il doit changer l'axe politique dans lequel il est. Et donc ça, c'est assez clair pour nous. Ça passe bien sûr par des mesures d'urgence sur le volet social. Nous avons évoqué la question du SMIC minimum à 1 500 €. Est-ce qu'il est prêt à le faire, oui ou non? C'est des choses assez claires. Si à chacune des questions que nous posons, par exemple sur la question de l'autonomie des jeunes, qui est à 1 063 €, est-ce qu'ils souhaitent le faire ou pas? Sur la question de Parcoursup, au moment où d'ailleurs beaucoup de jeunes sont en attente et en inquiétude profonde sur savoir est-ce qu'ils vont être retenus sur un établissement. Vous lui demandez de changer son cap politique peut-être pour aller un peu vite dans la question? Nous ne sommes que les porteurs de voix des millions d'électeurs qui ne lui ont pas donné la majorité aujourd'hui à ce président de la République. Donc il doit être en capacité de pouvoir entendre cela. Et s'il veut avoir une capacité de gestion et voire de gouvernance de l'État, alors il doit prendre compte de cela. La première force d'opposition qui est la NUPES, elle a des exigences à faire valoir. Elle n'est pas à la recherche de postes, mais elle est surtout à la recherche d'orientation politique qui cale le cap plutôt à gauche avec des propositions concrètes. La difficulté dans laquelle il est, c'est que l'exercice de vouloir contenter tous les différents courants politiques va être un exercice extrêmement périlleux qui certainement
risque d'être le tombeau de ses ambitions et qui va nécessiter quasiment, à la fois, une cohabitation beaucoup plus dure et voire même, entre guillemets, une dissolution de l'Assemblée nationale et repartir sur les élections. S'il n'est pas en capacité de pouvoir le faire, et on l'a vu déjà, puisque la Première ministre a déjà montré des signes de fragilité, voire de grandes difficultés, puisqu'elle a remis sa démission au président de la République, qui l'a refusé. Alors c'est à la fois une des premières ministres qui finalement n'a que le droit de dire oui à tout ce que le président de la République lui dit. Et nous disons clairement que la doctrine sur laquelle le président de la République s'est installé depuis des années est nulle et non avenue. Le passage en force est nul et non avenu. L'imposition à la fois de ses orientations politiques sont nulles et non avenues parce qu'il n'a pas une majorité et parce qu'il est en difficulté et donc parce qu'il est en échec. Alors il faut qu'il accepte ce qu'il n'a pas souhaité faire au second tour. Il faut qu'il accepte d'infléchir sa politique et prendre en considération un certain nombre de propositions concrètes que nous avons à faire. Nous avons des propositions à faire. Restez avec nous, Bali Bagayoko. On a le plaisir, on a retrouvé Sanhaja Akrouf. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien, merci d'être là. Je sais qu'en plus vous êtes... Oui, je vous entends très bien. Les téléspectateurs ont écouté la question. Je voulais juste avoir votre avis. Selon vous, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être celui qui fait la surprise, c'est le Rassemblement national et qui passe de 8 à 89 sièges. C'est quoi? C'est que Macron n'a pas été à la hauteur? C'est que la gauche n'existe plus? Elle n'est plus cohérente? Il faut dire que Macron n'a pas été clair. Autant l'appel au vote républicain à la présidentielle, tout le monde a été clair, hein, même si tout le monde disait qu'on ne vote pas pour Macron, mais on vote anti-Le Pen. A contrario, Ensemble, la République en marche, n'ont pas voté clairement à voter contre à faire barrage au RN. Et résultat des courses, là où il y avait ballottage, les gens ont voté, qui ont pu voter Ensemble ou la République en marche au premier tour, ils ont pu voter RN au deuxième tour. Donc c'est une grande erreur, à mon avis, de ne pas tenir au front républicain antifasciste et on le paye très très cher aujourd'hui. Sanhaja Akrouf, vous êtes militante politique AGDA, Hirakis, la cause algérienne bien évidemment. On se connaît, ça vous préoccupe, ça vous concerne au-delà de toute limite. On a vu un Mélenchon, notamment une Mathilde Panot, s'exprimer dans le cadre de cette révolution, ce Harak qui continue d'une autre manière, mais qui est encore présent. On le voit, puisque cette jeunesse, elle espère aujourd'hui une autre vie, un autre système. Est-ce que vous pensez demain, avec cette nouvelle Assemblée nationale, cette NUPES, est-ce qu'on pourrait entendre de nouveau plus de députés, plus de responsables politiques avec des mots de compassion, de solidarité, avec des messages forts à faire passer auprès du président, entre autres? Est-ce qu'on pourrait avoir ce changement-là? En tout cas, ça va être difficile pour Panot de ne pas tenir la même position qu'elle a eue quand elle est partie en Algérie. Elle-même, elle a été quand même dégagée d'Alger et elle a été quasiment reconduite d'un bar pour quitter l'Algérie. Donc elle connaît en tout cas un morceau de cette Algérie répressive et je souhaite qu'il reste, que les intérêts des peuples, les intérêts des droits humains, les intérêts contre la répression priment toujours contre les intérêts économiques et les intérêts financiers. Je pense, moi je leur fais assez confiance je pense qu'ils ne vont pas nous lâcher aujourd'hui. En tout cas, vous pensez qu'il y aurait un engouement beaucoup plus important, et encore je pense que la question est mal formulée. Moi, pour être honnête avec vous, l'engouement il doit se faire du côté quand il y aura un vrai retour au Harak, des vrais débats, parce que pour attirer la solidarité, il faut qu'on donne envie aussi aux gens d'être solidaires avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... C'était le cas pendant la Révolution quand même. C'est pas exactement en 2019 jusqu'à 2020. Donc moi avec Mathilde, on s'est retrouvés en mars 2020 à Alger, donc jusqu'à 2020. Et là,
il faudrait que, pour que les peuples soient solidaires avec nous, il faut que nous, on redonne et se décomplexer aussi. Hein, se décomplexer parce que pendant longtemps, le pouvoir nous culpabiliser d'être Hizb Faransa, d'aller, alors que nous, on n'est que dans la lignée du FLN de 54 qui attend la solidarité des peuples, la solidarité contre l'injustice et l'injustice que subit le peuple algérien aujourd'hui. Voilà, donc je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Moi, en tout cas, qui suis à la France insoumise, c'est clair que c'est un débat qui nous préoccupe. Avant de vous libérer, Hassan Hadji Akrouf, je voulais saluer votre présence. Vous serez à l'Impondérable, rue des Pyrénées, à Paris, dimanche soir. Vous allez notamment revenir sur votre livre « Algérie, la seconde révolution ». En un mot, je vous laisse, vous allez beaucoup mieux le faire que moi. Dans ce livre, vous évoquez cette jeunesse, cette nouvelle façon de militer, d'aspirer à une autre Algérie. En fait, le choix, le livre, c'est plusieurs chapitres, c'est un peu une photographie du Hirak. Parce que Patrick Farbiaz, qui travaille beaucoup avec notamment l'ELV, avait fait un bouquin sur les Gilets jaunes et sur les Nuits debout. C'était le Hirak lui faisait rappeler ça. Et moi, de mon côté, je voulais laisser une trace écrite parce que j'ai vécu octobre 88 et des années plus tard, il en restait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, le jour où il va y avoir un recul, où il va y avoir un autre pouvoir, un autre gouvernement, on a intérêt à rappeler qu'il s'est passé quelque chose. Et en effet, aujourd'hui, avec la répression, nous avons l'impression que il s'est rien passé, que le Hirak, ça n'a pas existé, alors que notre livre est une image, c'est un témoin, une photo témoin de ce qui s'est passé, les milliers, voire les millions de gens dans la rue, on le retrouve à travers leurs déclarations et on a voulu immortaliser ce moment et faire la passerelle et le passage aux autres générations et s'appuyer sur aujourd'hui pour pouvoir bâtir quelque chose demain. Et merci, donc, il sera question de parler de mon livre. Il sera question de parler de mon livre c'est au Métro Pyrénées le dimanche à 18h, mais au 120, c'est ça. Hein. Et surtout, il sera question de parler d'Algérie et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que l'appel à la manifestation du 3 juillet, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire s'organiser parce que ici on a plus les moyens de nous organiser quand même. Et dans la Silmia, je tiens à le préciser, la Silmia, je suis personnellement contre la violence, d'où elle vient, et donc de maintenir le caractère du Hirak Silmia. Merci Hassan Hadji Akrouf. Voilà, ce sera donc dimanche 320 rue des Pyrénées à Paris, une conférence, un échange notamment animé par l'écrivain Youssef Zirem que je salue. Vous allez revenir sur votre livre, mais vous allez aussi revenir sur cette révolution, comme vous le dites, dans la Silmia depuis le début, dans le pacifisme. Boukhalifa Ben Mamal, et je reviens à vous. Bonsoir, rebonsoir une nouvelle fois. Je voudrais bien sûr évoquer avec vous ce Front National. C'est peut-être le gagnant de cette législative. On parle de crise politique, notamment entre Emmanuel Macron et beaucoup ces partis de gauche qui relèvent un certain nombre de points. Et on a cette extrême droite qui est présente tout de même. Lorsque vous avez vu ce résultat, qu'est-ce que vous avez des craintes aussi pour les futures générations à venir, pour cette France de demain? Moi, on risque de prendre un peu les gens à contre-pied. Je pense que ça va être un facteur de motivation, parce que, pour un tas de raisons, hein, c'est dans l'adversité que les choses se construisent, que des trajectoires d'engagement se font.
Euh, je pense qu'aussi, ce n'est pas contre quelque chose que l'on se construit, mais c'est aussi une vision qui doit se développer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus, ce n'est pas tant la réussite d'un courant populiste ou extrémiste qui est en train de se vivre, mais c'est plutôt l'échec d'une manière de concevoir l'action politique et une façon de la mener. Donc, voilà, l'analyse, elle peut être aussi plus profonde que ça et plus pointue. Donc, c'est essentiellement l'échec d'une certaine gauche qui a été incapable de relever le combat de la modernité et de l'action politiquement progressiste. Et je pense que c'est un mouvement qui vient de loin. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi quelque part les résultats de cette trajectoire, hein. Il ne faut pas C'est non un, plus... euh, pardon? C'est un parti, je vous laisse continuer, mais on a l'impression et on voit peut-être aussi depuis des années que le Front National, le Rassemblement National, c'est un parti qui est présent parmi peut-être les autres partis qui sont un peu parfois sensibles, instables, peut-être sans direction précise, en prenant aussi d'autres chemins, même si on a vu le Front National se dédiaboliser, être peut-être plus dans le courant et plus familier à tous les Français. Mais pour vous, c'est un effet de mode ou c'est vraiment un parti qui, je le rappelle, 41-45% pour Marine Le Pen au deuxième tour, face à 58-55 pour Emmanuel Macron. C'est un parti aussi qui resserre un peu les rangs. C'est un effet de mode où dans 5 ans, on pourrait avoir peut-être Marine Le Pen au deuxième tour? Je pense que faire fi de l'existence organique d'un parti comme celui-là, ce serait quand même faire de l'angélisme. Le plus dur, c'est que ce sont les idées qu'il porte et qu'il défend qui ont transcendé des frontières politiques habituelles. Donc quand vous voyez que pratiquement toutes les idées qu'il défend sont reprises plus ou moins par une certaine droite, disons complexée par les 5 ans de la mandature euh, de Nicolas Sarkozy, d'une part, et d'autre part aussi un certain nombre de militants issus de la gauche conventionnelle de type PS qui a voulu adopter la posture de la fermeté, ont adopté aussi ces langages. Il ne faut pas oublier que Ségolène Royal, dans sa campagne de 2007, avait dit qu'elle n'était pas contre des camps de rééducation pour faire un peu fi dans cette optique. Si vous voulez, il y a une dilution de ces idées défendues par le Front National. C'est des thématiques que la classe politique a repris pour exister, pour aller rafler, chasser sur ces terrains-là. Et je pense qu'aussi c'est une faillite de cette intelligentsia qui a été incapable de se renouveler, de renouveler un discours et de susciter des engagements. Moi, ce qui est navrant, c'est toujours cette injonction qui est faite aux électeurs de venir voter contre un tel ou faire barrage à un tel, alors que l'idéal, ça aurait été de voter en faveur d'un programme, de voter en faveur d'une vision d'une société. Le drame se poursuit et je pense qu'il va se poursuivre encore pour un certain nombre d'années. Et tenez-vous bien, le phénomène n'est pas propre à la France, hein. Donc il y a eu des mouvements populistes d'extrême droite qui ont atteint des scores énormes en France. Le cas de l'Autriche et le cas Du Brésil, des l'Italie. Pays-Bas. Oui, mais parlons juste des pays qui sont en limitrophes, donc n'allons pas loin. Après, à plus grande échelle, c'est vrai que sur les 15 dernières années, on a eu des Donald Trump, Bolsonaro au Brésil et un tas d'autres. Donc il y a aussi matière à analyser là-dessus pour avoir une cartographie d'ensemble. Mais le plus dur, je pense qu'aussi, c'est de transformer des essais, c'est de pouvoir permettre à une société de pouvoir sécréter aussi ces nouveaux représentants
qu'il puisse y exister. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le système de cooptation qui est fait dans ces partis politiques et n'augure pas de quelque chose de fabuleux. Vous savez, quand bien même la gauche peut se targuer d'une certaine proximité avec l'ensemble de la population mosaïque de la France, mais la première force politique à avoir mis, entre parenthèses, une arabe à la tête d'un gouvernement, c'était Nicolas Sarkozy. C'est le drame. Certains ont dû attendre je parle aussi, une fois, les carrières politiques aussi, l'ouverture de ces partis, ce qu'on peut appeler les minorités invisibles ou pas visibles, doit découler non pas d'un système de cooptation, mais plutôt d'une possibilité qui est offerte à des militants qui défendent un projet, qui défendent tout ça. Moi, je voudrais aussi moduler un peu l'ardeur de notre ami Bakayoko. Je pense que le travail va être encore plus dur pour pérenniser et donner un essor à une action politique. On ne peut pas s'arrêter sur une victoire électorale, aussi relative soit-elle, pour dire que l'essentiel du job a été fait. Je pense que ce n'est que le début de quelque chose quand on s'inscrit dans une trajectoire sur du long terme. Donc je pense que, voilà. La trajectoire d'un long, effectivement, d'un long travail. C'est la question que je vais d'ailleurs poser à Bali Bagayoko dans un instant. D'abord, faut-il se poser aussi la question, est-ce que cette coalition, elle fonctionne déjà bien? Est-ce qu'elle va réellement fonctionner? Puisqu'on sait très bien qu'à l'intérieur de la NUPES, il y a tous ces partis de gauche qui ont aussi des discordes et parfois des idéologies qui ne sont pas du tout les mêmes. On va juste apercevoir, même si vous l'avez vu à l'écran dans cette loupe, le tableau de l'abstention au second tour. Voilà, sachez qu'en 2000, ce sont donc les législatives. Et en 2002, on était à 39,68 et vous allez constater que ça monte 44,6 en 2012. 2017, on est à 57,36 et c'est pas loin de 54% en 2022. Bali Bagayoko, je vous ai sur le plateau en retour, donc vous étiez en train d'acquiescer un peu ce que disait Boukhalifa Ben Mamal. Vous allez réagir et puis aussi j'ai envie de cette question. Comment ça se passe réellement aussi cette coalition? Il y a Macron en face, mais il y a vous aussi à l'intérieur de la NUPES. Aujourd'hui, c'est plutôt positif. Nous déjà, apparemment, on veut déjà commencer par pointer la responsabilité de celles et ceux qui ont mis le pays dans le chaos, avec quand même une représentation de l'extrême droite de manière importante, de manière scandaleuse. 89 députés pour un mouvement d'extrême droite, donc raciste. C'est juste, entre guillemets, je veux dire, des criminels de la République qui ont agi aussi de cette heure-là. Et malheureusement, le président de la République a sa part de responsabilité parce qu'à force de jouer aux apprentis sorciers, finalement, le courant extrémiste de la droite s'est échappé et donc du coup est désormais en nombre important à l'intérieur du... Mais j'ai pas trop envie de vous interrompre parce que le temps passe vite. Alors effectivement, vous le dites, c'est votre analyse. Il y a certes peut-être ce président Macron sur ces 5 ans qui a peut-être poussé un certain nombre de Français, mais il y a peut-être aussi cette gauche puisque le PS s'effondre, le PC s'effondre, la droite aussi qui n'est pas l'extrême droite s'effondre, l'Europe Écologie Les Verts aussi qui a du mal à s'en maintenir. Elle est aussi là peut-être cette responsabilité. Clairement, et c'est la raison pour laquelle l'alternative la plus importante était à la fois déjà dans la dynamique qui est portée par la France Insoumise et l'Union Populaire, et désormais avec la NUPES. Donc c'est la raison pour laquelle, et l'intervenant précédent a parfaitement raison, c'est-à-dire que la séquence dans laquelle nous sommes, c'est une séquence qui doit maintenant créer les conditions d'inscrire à la fois, bien sûr, le rapport de force politique, mais aussi être dans une logique de proposition. Nous, à l'intérieur de cette Assemblée, comme nous avons toujours été, nous sommes avant tout des gens responsables. Nous avons fait une campagne sur des éléments programmatiques, 650 mesures qui sont chiffrées, qui sont claires, précises, dont l'opinion publique désormais, je vais dire, a tout ça en tête. Donc l'autre sujet, c'est de manière assez concrète de faire des propositions concrètes et qui sont en fin de compte, je veux dire, des réponses qui soient ouvertes ou fermées en réalité. Et les questions qui vont être posées en réalité à la Macronie, comme toujours, et y compris au président de la République et ainsi qu'à sa première ministre, c'est clairement, dans le cadre du discours de politique générale qu'il aura notamment l'occasion de faire, on l'espère vraiment, qu'elle évoque un certain nombre de dispositions, et dans le cadre de ces dispositions, nous allons avoir un certain nombre de propositions alternatives, mais qui sont déjà connues. Et donc, si l'intervention de la Première ministre consiste à faire fi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit, y compris dans l'opinion publique, de tout ce qui s'est dit
aussi au sein de l'Assemblée nationale, alors c'est qu'ils auront une capacité concrètement à bloquer. C'est eux, clairement, qui sont à la recherche du blocage. Nous sommes la Vous solution. appelez à changer de Premier ministre, vous appelez à changer de... On sent tout de même que les députés de l'opposition attendent ce discours de politique générale, attendent aussi à ce qu'elle soit confrontée un peu à ce vote de confiance. Pour vous, la NUPES en général, hein, puisque vous faites partie de la NUPES tout de même, ça serait l'idéal, ça serait que Emmanuel Macron change de ministre, de Premier ministre. En fait, pour nous, c'est avant de changer de ministre, c'est qu'il donne déjà sa trajectoire politique. Et une fois qu'il nous aura fait la trajectoire politique, qu'il nous aura fait un certain nombre de propositions, alors les éléments qui vont être portés par le Premier ministre doivent épouser en fin de compte l'orientation politique. S'il décide clairement de rien changer à sa politique, autant qu'il laisse Elisabeth Borne, mais qui a déjà demandé de pouvoir être libérée de sa responsabilité de Premier ministre. Ce n'est pas nous qui la souhaitons, c'est elle qui l'a rendue et le président de la République a refusé. Donc elle n'a même pas le droit, en fin de compte, je veux dire, de donner sa démission. Donc ça commence déjà mal. Donc nous disons juste une chose, c'est chaque chose en son temps. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement de pouvoir constituer puisqu'on est dans un brouillard pas possible. On a une première ministre qui aujourd'hui refuse de venir à l'Assemblée, qui est quand même l'espace de démocratie par excellence en République. Elle essaie partout les galopades pour essayer d'échapper à sa responsabilité. On ne peut pas avoir une première ministre, je veux dire, qui a des responsabilités aussi importantes et qui, finalement, je vais dire, pêche par absence de courage et politique de venir devant l'Assemblée et faire un certain nombre de propositions. Donc nous demandons juste des fondamentaux, en fait, on demanderait l'exceptionnel. Madame la Première ministre, venez Mathilde nous présenter. Panot a été reçue, le temps passe vite, j'essaie vraiment d'aller chercher aussi des éléments précis. Mathilde Panot a été reçue avec Adrien Quintenas, hein, si je ne me trompe pas, par le président Macron. Premier rendez-vous, il est allé vite à la fois, hein, on ne peut pas lui reprocher de ne pas d'être allé assez vite à rencontrer notamment les chefs de file à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est dit concrètement? C'est un petit café pour passer un bon moment ou il y a des choses concrètes qui se sont clairement précisées? La particularité des NUPES, c'est que nous sommes des gens pragmatiques et on ne se laisse pas attendrir par un bout de café. Mais effectivement, la relation a été très, très courtoise et puis les éléments politiques ont été très clairs. Donc on a clairement assumé d'avoir deux visions de la société qui est complètement différente. Et donc nous avons clairement indiqué au président de la République que nous souhaitions qu'il y ait un certain nombre de mesures urgentes qui viennent, mais tout de suite, puisque nous sommes dans une situation sociale extrêmement dramatique et que pour cela, il y a des mesures sociales qui doivent être tout de suite mises sur la table. Et nous avons d'ores et déjà mis sur la table un certain nombre de propositions concrètes qui sont, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous êtes d'accord pour que, dans le cadre des discussions que nous aurons ensemble à faire, prêt à revenir sur la retraite à 60 ans et pas à 65? C'est une question assez simple. Il nous a répondu par, pour l'instant, je consulte tout le monde. Deuxième question au Président de la République, est-ce que vous êtes d'accord pour, justement, infléchir Parcoursup? Pour l'instant, on va en discuter, on fera une consultation, et puis je suis en train de faire le tour de l'ensemble courant politique pour essayer de voir un peu sur quelles propositions programmatiques on va pouvoir se retrouver. 3, nous lui avons dit, mais sur la question, par exemple, de l'autonomie, sur la question de l'école, sur la question du service public, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit pouvoir agir. Il nous a clairement indiqué, on verra si vous êtes en capacité de pouvoir être dans une assemblée responsable et si vous êtes prêt à être dans une position de entre guillemets, gestion de l'État. Nous lui disons juste une chose, c'est que ça, c'est la séquence qui suit. Mais la séquence d'avant, ce sont les éléments programmatiques sur lesquels le président de la République est prêt, entre guillemets, à réfléchir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, à l'étape où nous parlons, ce sur quoi le président de la République est capable de renoncer. Nous savons Il reste... En tout cas, il est actuellement en pleine consultation. Voilà, il nous reste 5 minutes d'émission. 2 petites minutes avec vous, Bali Bagayoko. La NUPES, nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Les écologistes, Yannick Jadot, Fabien Roussel, le Parti communiste, le Parti socialiste est avec vous aussi. J'ai oublié le chef du parti, ça va me revenir. Concrètement, Faure, voilà, ça me revient, Monsieur Faure. Concrètement, vous allez travailler ensemble sans aucun problème. La NUPES ne va pas vivre à l'Assemblée nationale à un moment donné peut-être des difficultés, car il y a cette alliance, certes, mais à un moment donné, il va y avoir aussi des dossiers à évoquer ensemble. Vous avez aussi des regards différents sur certains sujets. Nous sommes, la société elle est différente. L'alliance que nous avons faite, elle est aussi une alliance avant tout programmatique, politique. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on est totalement transparent de ce point de vue-là. Nous avons les mesures, et dans les mesures où nous sommes solidaires de ces mesures-là, il n'y a pas de difficulté. Et puis il y a des nuances, et dans ces nuances-là, il y a des points de divergence. Donc nous avons accepté de pouvoir les mettre déjà sur la table, de les écrire,
et de considérer que c'était les points sur lesquels il fallait qu'on travaille dessus, et avec la possibilité pour chaque courant politique de pouvoir du coup s'affranchir d'un vote unanime sur le sujet. Donc nous sommes très transparents, donc il n'y a pas de point de vue, entre guillemets, je veux dire, caché de ce point de vue-là. Ensuite, nous allons les uns et les autres tout mettre en œuvre pour que la NUPES dure le plus longtemps possible, mais sur les éléments programmatiques. Ça, c'est très clair. Et donc, s'il doit y avoir, entre guillemets, je vais dire, des désaccords, c'est parce qu'à un moment donné, et je n'espère pas, que certains courants politiques qui sont aujourd'hui dans la dynamique de l'alliance de la NUPES s'affranchissent, entre guillemets, du programme et commencent à reprendre le chemin des mauvaises habitudes. Et auquel cas, là, ils emporteront complètement la responsabilité. Mais pour l'instant, nous avons créé un intergroupe, et dans cet intergroupe-là, nous sommes d'ores et déjà dans un espace de travail où nous allons déterminer la manière dont nous allons travailler ensemble, avec la ferme volonté d'être à la fois dans une démarche de proposition, mais aussi de contestation lorsque l'essentiel de ce que nous portons est attaqué. Avant de vous dire au revoir, Bali Bagayoko, on a entendu 4, 5, 6 fois sur scène Jean-Luc Mélenchon dire clairement pas une voix pour Marine Le Pen. Je pense que quand vous avez vu ce résultat, vous avez, si je ne me trompe pas, vous êtes clair, vous êtes contre le Rassemblement national. Vous allez faire en sorte avec la NUPES que cette gauche se réveille et travaille pour que demain il y ait moins d'élus, on va dire, puisque c'est votre combat. Comment vous faites ? Là, nous allons tout faire et je regrette encore, c'est la raison pour laquelle je ne décolère pas sur la situation du premier tour des élections présidentielles, où là, concrètement, je veux dire, celles et ceux à gauche qui nous ont manqué portent aussi une responsabilité sur le fait que Marine Le Pen s'est qualifiée au second tour. Maintenant, nous avons la NUPES et donc je dis clairement à l'ensemble de celles et ceux qui sont avec nous, n'oubliez jamais, entre guillemets, votre responsabilité sur cet aspect-là. Nous avons la possibilité désormais de traduire les choses de manière un peu différente. Et ça passe aussi par le fait que M. Roussel cesse d'avoir, entre guillemets, des propos qui sont des propos qui divisent. Je le dis de manière assez claire parce que c'est dans l'Alliance, celui, à mon avis, qui pose un certain nombre de problématiques et je pense sincèrement le message, voilà, traduit le message est... Merci Bali Bagayoko. Le message est passé à Fabien Roussel, qui est, je vous rappelle, le secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'avoir été avec nous. Les 2 dernières minutes, le mot de la fin pour Boukhalifa Benmahma, Riposte Internationale, c'est votre combat et encore félicitations vraiment pour le travail que vous menez depuis des années dans le cadre de cette révolution. Vous êtes sur le terrain tous les jours avec vos équipes. Cette Assemblée nationale, on va évoquer avec 3 petites minutes avec vous, on aura le temps d'en parler, mais cette révolution algérienne, c'est aussi la présence de certains députés. Fut un moment, est-ce qu'il va y avoir un bouleversement des députés qui vont sortir un peu vraiment de leur gond et qui vont enfin libérer leur pensée, puisqu'on connaît cette chape de béton aussi qu'il y a sur l'Algérie avec la France? Moi, je voulais quand même rendre hommage à Madame Marie-Georges Buffet, qui a eu une démarche singulière, pleine de courage, et qui politiquement était très osée. Avec laquelle on a organisé un colloque à l'Assemblée nationale française. Et je voudrais juste attirer l'attention de notre ami Bakayoko que, à l'époque, aucun député de la France insoumise ne s'est présenté bien que Jean-Luc Mélenchon ait pris position sur la question du Hirak, mais les députés apparentés France insoumise, donc les autres, on n'en attendait pas plus. La gauche conventionnelle, pas moins, donc d'une part. Espérons que les paradigmes vont peut-être changer. Espérons. Bon, nous, on est très pragmatiques. Hein, donc, notre terrain, c'est les droits de l'homme. Donc, tout ce qui est. Donc, bien sûr, on peut évaluer les enjeux politiques en termes de rapport de force. Voilà. La France est un pays démocratique. On me dit à la régie que l'émission se termine, mais la France est un pays démocratique tout de même. Aujourd'hui, on a plus de 350 détenus d'opinion politique, notamment en Algérie. On n'a pas entendu sur ces dernières années certains représentants politiques. Alors effectivement, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé, Mathilde Panot s'est rendue sur place, mais est-ce que là, avec la NUPES, avec cette nouvelle gauche, ça pourrait bouger un peu plus, serait-ce qu'en termes de solidarité, à dénoncer les choses, comme l'a fait Maria Arena, qui est députée européenne? Alors, je pense que, bon, à un certain niveau, il y a une possibilité que les choses se fassent. Mais avant tout, il ne faut pas se voiler la face. Donc, la raison d'État, c'est elle qui fixe les limites du positionnement des députés, des
responsables politiques dans ce pays, ne se voilant pas la face. Je pense que dans la mesure du possible, où il y a des singularités politiques qui se permettent de transgresser ce cadre établi depuis fort longtemps maintenant, ce serait peut-être le début du changement de quelque chose, mais nous, on reste très pragmatique et bon, les personnalités qui témoignent leurs engagements et leur attachement à la liberté d'expression, prenant position de manière claire, donc nous, on ne peut que s'en féliciter et les encourager. Mais l'enchemin de la libération du peuple algérien passera par sa propre libération. Il pourra compter sur des personnalités, des démarches comme ça. Mais je pense que l'acteur, il sera le seul acteur de sa propre émancipation et de sa propre liberté. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, dans ce qu'a dit notre ami et camarade Snahaja tout à l'heure, je pense que le Hirak a atteint aussi aujourd'hui un certain point où il doit reconsidérer une autre étape avec tout ce que cela implique. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Entre Macronie, NUPES et Rassemblement National, donc quelle assemblée pour les 5 ans à venir? Boukhalifa Ben Mamal, qu'on a entendu, journaliste, membre de Riposte International. Merci d'avoir été avec nous. Bali Bagayoko, chef de file La France Insoumise au conseiller de Jean-Luc Mélenchon, était avec nous. Et puis on a eu le plaisir aussi d'avoir la militante politique Akda et Harakis Sanhaja Akrouf qui vous donne rendez-vous, je vous rappelle, dimanche soir à 18h au 320 rue des Pyrénées à Paris pour cet échange autour de son livre, mais surtout sur ses perspectives avec cette belle jeunesse, notamment ce magnifique peuple algérien qui aujourd'hui aspire à une autre vie, un autre pays, un autre système. Donc le débat, c'est dimanche soir. Merci à l'équipe de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission techniquement. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, 18h30 heure algérienne, 19h30 heure française pour un nouveau numéro de Microscope. Bonne soirée.